Salut tout le monde, bienvenue pour ce 16e épisode d'Overtime saison 2. On est le lundi 3 janvier 2022 et je suis Pascal Eberhardt. Comme d'habitude, pour m'accompagner, je retrouve David Pietronigro. Salut David, bonne année. Salut Pascal, bonne année et bonne année à tout le monde. On vous souhaite bien sûr tous nos meilleurs vœux. Toute l'équipe MySports s'associe à nous deux pour vous souhaiter les meilleurs vœux. Qu'on ait une saison bien sûr encore remplie de matchs, de championnats préférés, de votre championnat préféré, de vibrer pour cette fin de saison, même si on doit passer actuellement par une période un petit peu plus compliquée forcément. Mais bien sûr que Overtime est en tout cas fidèle au rendez-vous en ce lundi pour le premier épisode de la nouvelle année. Salutations dans le chat à Vladi, Georges-Henri, Nicolas, Lionel, Morissette, Fab, Sébastien. Vous êtes déjà très nombreux à nous souhaiter également nos vœux. Et puis pour compléter l'équipe, on sera exceptionnellement 4 pour cet épisode. On accueille Régis Cerf et Stéphane Rochette. Messieurs, bonjour, bienvenue et bonne année à vous. Salut tout le monde. Salut tout le monde. David, Stéphane, Régis, on a un programme quand même assez chargé, même s'il n'y a pas eu beaucoup de matchs depuis le dernier épisode. On va parler de ce qui se passe un petit peu dans le monde avec les annulations en cascade, les reports, pour commencer avec l'exemple des moins de 20 ans et de la Coupe Spengler. On parlera également des JO, faut-il y aller? Est-ce qu'on doit jouer également pendant cette pause olympique? Et puis on reviendra sur les dernières actualités pour terminer l'émission, les dernières actualités, notamment des clubs romans. Messieurs, je vous propose qu'on se mette en route, mais tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez participer à la discussion. Il ne faut pas perdre les bonnes habitudes qu'on avait pour terminer l'année, Pascal. Exactement, il ne faut pas les oublier. On essaye bien évidemment de répondre à un maximum de vos commentaires ou de vos questions. Et je vous propose qu'on commence ce 16e épisode d'Overtime. Avec des annulations en cascade depuis les fêtes, vous le savez, ça a commencé avec des premiers matchs reportés en National League, la Coupe Spengler qui a finalement été abandonnée en raison du HC Davos qui juste avant a eu 17 cas de Covid dans son vestiaire, le Mondial M20 qui n'a pas pu aller à son terme et beaucoup de questions pour la suite. Donc voilà où on en est finalement, messieurs. Régis, peut-être pour commencer, ces annulations en cascade, on les voyait venir, on se disait que c'était peut-être un petit peu forcé. Le Mondial M20 avait bien commencé, il n'a pas pu se terminer et on comprend finalement la décision qui a été prise. Mais voilà, la situation sanitaire actuelle fait que cela rend quand même tout très compliqué dans le monde du sport et dans le monde, bien sûr, de tous les jours. Je crois que Régis n'est plus avec nous. Ouais, c'est scotché par la question. Ouais, apparemment, on a déjà perdu Régis. Stéphane, toi, ton avis. Il reste de marbre avec tout ça. Il est très, très zen, notre Régis. Ça, c'est les joies du direct, messieurs. Ça, c'est les joies du direct et exact. Tout. Donc voilà, mais... je t'avoue que j'étais moi en train de prendre la question de Richard pour la fin de l'émission pour parler justement des actualités. Donc j'avais pas vu que Régis nous avait provisoirement quitté. C'était quoi la question déjà? C'est les annulations cascades, c'est ça? Voilà, mais c'est quelque chose qui se sentait arriver finalement, vu comment la situation sanitaire dans le monde repart de plus belle. Ouais, ça s'est dégradé très rapidement. Écoute, évidemment, on est comme tout le monde, on subit ça, on regarde ça de loin, et puis on se dit, bon, voilà, que voulez-vous qu'on y fasse? Ah, voilà, on a récupéré Régis qui bouge de nouveau. Ah, tu nous as scotché, là. Ah, je sais pas si je suis sorti du monde de la connexion pendant 2 minutes, donc désolé, je ne vous ai absolument pas entendu. Et... Voilà, on a dit plein de trucs, t'as loupé beaucoup de trucs, on a beaucoup parlé dans ton absence. Non, merci d'avoir disserté tous ces matchs qui se sont disputés. Ouais, évidemment, on est comme tout le monde, on est un peu scotché, on subit. Voilà, c'est comme ça. Moi, c'est pour les moins de 20. Évidemment, je suis très déçu pour les jeunes qui participaient à cette édition. On sait que c'est un rêve pour beaucoup de jeunes de participer au championnat du monde junior M20. C'est le plus beau tournoi au monde, en tout cas, un des plus beaux tournois au monde pour moi. Il y a beaucoup d'intérêt. Je sais qu'au Canada, les gens suivaient ça avec impatience. Il y a eu beaucoup d'incompréhension par rapport à cette annulation-là parce que finalement, il n'y avait que quelques cas de COVID à gauche, à droite. On a testé tout le monde. Les gens se sont dit, mais pourquoi pas isoler ces jeunes-là qui sont positifs et faire jouer les autres? Évidemment, on rentre dans toutes sortes de débats, si oui, sinon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais il y a eu beaucoup de critiques aussi par rapport à ces M20. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais beaucoup de gens ont critiqué la gestion de l'IHF
par rapport à cette pandémie parce que les jeunes n'étaient pas vraiment dans une bulle comme l'année dernière. Il y avait les équipes qui étaient dans un hôtel à Red Deer, c'est le deuxième site, il y avait Edmonton et à Red Deer, une centaine de kilomètres d'Edmonton. C'est un hôtel qui est un gros hôtel où il y a eu un mariage notamment avec des centaines d'invités. Les joueurs ont été en contact avec des gens de l'externe qui étaient là pour un mariage une certaine soirée. Donc, d'où l'infection, semble-t-il. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques. La IHF a été vivement critiquée pour sa gestion sur place de la bulle ou de la gestion des effectifs sur place, etc. Ils ont été pointés du doigt. Beaucoup d'équipes ont critiqué notamment la Finlande qui a été très, très virulente. Le gardien de la Slovaquie qui a fait une sortie contre la gestion de l'IHF. Assez étonnant parce que l'année passée, c'était hyper strict et cette année, semble-t-il qu'on n'a pas été. Et puis moi, je peux faire une petite parenthèse. Luc Tardif, un gars que je connais bien, qui vient être un Québécois qui est en France depuis longtemps, qui a été nommé à la tête de l'IHF. Ça commence assez mal pour lui. Il a été très critiqué pour avoir reporté le mondial féminin U18 en janvier. Annulé, Stéphane. Annulé, oui. Ils l'ont annulé. Annulé carrément. Il a été vivement critiqué pour ça. Après ça, on peut juger de la pertinence ou non, mais là, il a été vivement critiqué pour la gestion que l'IHF a fait de ce mondial avec la Fédération canadienne et tout ça. Donc, ça a fait beaucoup de bisbille, mais moi, je suis très déçu pour les jeunes qui n'ont pas pu aller au bout de cette semaine qui est incroyable dans la vie d'un jeune hockeyeur. Mais peut-être pas aller au bout, quelle que soit la situation, mais quand on arrive à ces cas de matchs annulés, de victoires par forfait, on fausse quelque part un petit peu tout passe. Donc, il n'y a peut-être pas besoin de forcer un petit peu plus. C'est ce qui s'est fait aussi avec la Coupe Spengler. Finalement, on a essayé jusqu'au bout, malgré la situation où tout le monde trouvait presque aberrant que la Coupe Spengler puisse se tenir, qu'on mélange des joueurs, qu'on mélange les spectateurs. On sait aussi que la bulle, elle n'est peut-être pas super présente non plus dans la station grisonne. Et il a fallu finalement que le HC Davos soit contaminé pour que la Coupe Spengler puisse être annulée. Si ça avait été une autre équipe, est-ce qu'on l'aurait remplacé? Est-ce qu'on l'aurait joué quand même avec les autres? On ferait une team sélection zurichoise. Je pense qu'ils auraient joué à 5 équipes, mais Stéphane, toi et moi, on y est allé dans le cadre coulisses, et on a vu que c'était vraiment pas à l'époque... quand on les a faites plutôt les Coupes Spengler, on est très facilement mélangés. Ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est le principe. Tout le monde, les équipes ont un vestiaire. Il y a à peu près 6 vestiaires à Davos et les vestiaires sont quasiment tous côte à côte. Donc à part Davos qui a sa porte de séparation, puis le Team Canada qui a son vestiaire de l'autre côté. Il y a beaucoup de vestiaires qui sont très proches et les équipes se croisent largement plus que sur la glace. Tout ce qui se passe il y a l'hôtel. Il y a les hôtels aussi, bien sûr. Ils sont pleins. Chaque équipe est dans un hôtel avec des centaines de clients, avec les familles, machin. Donc, c'est carrément impossible. Quand je reviens, Mme Myria, quand elle a dit non, c'est sécuritaire. Quand Marc Luthier a dit non, c'est sécuritaire. Ça m'a fait un peu rigoler à ce moment-là. Parce que ceux qui ont vécu, comme toi et moi, la Coupe Spengler, c'est carrément impossible de s'isoler, de ne pas avoir de contact avec qui que ce soit. C'est le principe de la Coupe Spengler. C'est la grande fête du hockey. Tout le monde se mélange, tout le monde boit des verres ensemble, tout le monde fait la fête. Je ne voyais pas comment ça aurait pu se tenir sans dommage. Ça ressemble plus à un mariage, comme tu le disais à Red-Deer. Ça ressemble plus à un mariage. Mais c'est vrai, c'était intéressant parce que je reviens sur les events que tu as dit par rapport à Red-Deer. Puis ensuite, on va laisser parler Régis parce qu'il est silencieux depuis un petit moment. Vous êtes lancé, moi pas. Tu parlais de Red-Deer, du mariage. Effectivement, le plus grand nombre de cas qu'il y a eu, c'est quand même du côté de Red-Deer et pas du côté d'Edmonton. À Edmonton, il y a l'Autriche et la Finlande qui ont été touchés, mais c'était des cas qui ont été détectés avant le début de la compétition. Ensuite, c'est Red-Deer qui a été touché avec les Américains, les Tchèques. Et c'est vrai que sur les M20, la compétition est tellement courte que si on annule les matchs, on peut pas reporter les matchs, donc on les annule. Donc effectivement, Cocorico pour la Suisse, victoire 1-0 contre les États-Unis, youhou. Première victoire depuis très longtemps pour les... Et puis première de Marco Bayer, les gars. Il faut quand même signaler que Marco Bayer a gagné son premier match. Mais qui a le blanchissage? Très très bonne tactique mise en place par Marco Bayer pour ce match-là. Mais voilà, Régis, on veut t'écouter sur cette situation sanitaire actuelle, toi, ton sentiment par rapport à ces annulations. Mon sentiment, c'est aussi qu'on a été très, très rigoureux, strict quand il y a eu 1 ou 2 cas dans une équipe qu'on a décidé on arrête, il n'y aura pas de match, c'est forfait et tout. Je pense qu'à ce niveau-là, c'était probablement un système trop restrictif, ce d'autant qu'il n'y avait pas de bulle vraiment établie comme c'était le cas il y a une année.
après, moi, je me dis peut-être que si ça avait été dans un autre pays, pour une fois, je m'attaque au système canadien. D'habitude, je suis très heureux quand le hockey va au Canada parce que c'est le pays du hockey. Mais on sait que le Canada, depuis 2 ans, a des politiques extrêmement restrictives. J'ai envie de dire de fou pour nous, Suisses. Enfin, moi, tu as raison. Je tombe des nues quand je vois toutes ces mesures qui sont prises. Donc, on va encore dans ce pays-là où on sait qu'au moindre problème, tout de suite, on va tout fermer et être vraiment dans le pire des scénarios. Donc, je pense qu'on n'était pas dans le pays idéal pour cette année, malheureusement. Hein. Et puis, moi, c'est vrai que quand on me dit un report en été, je sais que c'est probablement pas évident de caser ça entre juin, juillet, août, mais a priori, ça me plaît pas trop mal quand même de voir, parce que je me dis au mois d'août, les joueurs ils sont déjà pas mal en forme, ça pourrait quand même, les camps ils reprennent souvent déjà fin juin, en juillet ça joue déjà des matchs amicaux internationaux, pourquoi pas, mais alors est-ce qu'il faut vraiment les faire au Canada? Ça je le mets carrément sur la table. J'espère que non. Parce que là, on y était il y a 2 ans, on y était cette année. Si avec un peu de chance, il y aura encore un couvre-feu jusqu'au mois d'août, on ne sait jamais. Voilà. L'avantage du mois d'août, c'est que généralement, on parle moins de Covid en été qu'en hiver. Donc, on devrait quand même avoir moins de soucis si, je dis bien si, ça a lieu. Parce que c'est vrai qu'on en a parlé, mais on ne connaît pas toutes les répercussions à organiser à cette période-là. Mais moi je dirais, sur le principe, plutôt favorable à ce que carrément on reprenne à zéro, je vous le dis, hein. Pour moi, dire la Suisse a battu les États-Unis, on entérine ce score et puis on continue avec les 2 matchs qui resteraient. Non, il faut reprendre à zéro et puis pourquoi pas, on voit du bon hockey, du très bon hockey généralement à ce championnat du monde-là. Et moi, je serais super déçu s'il n'y avait plus de matchs en 2021. 2022, pardon. 2022, oui, Régis, 2022. Si on se focus, Pascal, sur le championnat de Suisse, il y a quand même des conséquences. Il y a des joueurs de moins de 20 qui sont revenus aussi positifs, qui seront en quarantaine. Il y a eu déjà 15 matchs annulés dans notre championnat. Avec la Coupe Spengler finalement annulée, les joueurs ont quand même eu des fêtes en famille, ont croisé du monde, se sont exposés aussi. On en voit les conséquences dans ce début d'année avec pas mal de matchs annulés. Hein. On doit accepter ça aussi, hein, nous, mais finalement, la situation, elle est que notre championnat, la National League, la Swiss League, sont fortement touchés. Oui, tout à fait. Écoute, comme avec Stéphane, on est intéressé aussi par demain ce qui se passe du côté de Genève. J'ai été en contact avec Genève Servette par téléphone, je précise, parce que le mot contact, parfois, ça porte un peu à confusion dans ces périodes. Je n'ai pas été en contact avec les joueurs, mais avec le club, avec Jeff Scarantino, chef de presse. Et tout ça, il m'a dit que les joueurs qui étaient testés positifs la semaine passée n'avaient pas été en contact de l'équipe. Donc, c'est des cas qui ont été révélés en dehors des activités de l'équipe. Donc comme tu le disais, David, hein, il y a eu les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, on se mélange, on voit les amis, on voit la famille, on n'est peut-être pas forcément très, respectueux des gestes barrières dans ces moments-là. Parce que il y a plein de gens qui en ont marre aussi. Et il y a plein de gens qui en ont marre. Donc effectivement, la reprise, elle est compliquée. On l'a vu encore hier avec l'annulation du match entre Berne et Bienne, enfin le report, puisque... Il y a quand même un secret espoir que le match ait lieu à un autre moment. Mais c'est tombé, c'était quoi, midi moins quart à peu près, pour un match à 15h45, donc 3 heures avant. Heureusement que c'était pas Davos qui allait à Genève ou inversement, parce que là, l'équipe était à moitié sur la route. Hein, donc voilà. Bon, apparemment, le médecin cantonal, il bosse le dimanche dans le canton de Berne. Ça, c'est déjà le premier renseignement qu'il faut avoir. Je pense que les médecins cantonaux, là, depuis l'arrivée d'Omicron, ils font des heures supplémentaires et pas qu'un peu. À part ça, on n'a pas été prendre quelques commentaires. David dans le chat, Nicolas nous dit la Coupe Spengler, c'est normal, il faut privilégier les clubs et les championnats. Et puis Patrick nous dit il faut faire une bulle ou arrêter ce cirque. Je pense qu'il réagissait par rapport aux moins de 20 ans. Exactement. On a bien discuté. Bon, moi, il faut quand même dire que la Coupe Spengler, Davos a été tout de suite mis à l'écart avec 17 cas. Le médecin cantonal a dit stop, quoi. On peut pas. Hein, il faut d'entrée le dire que c'est pas Davos qui a pris cette décision de finalement on se retire parce que ça va pas le faire. Hein. Il y a eu une instance supérieure, ce qui permet aussi au HC Davos d'avoir un dédommagement
qui va lui permettre d'éponger une partie des pertes de ça et du manque à gagner surtout. Et je dirais que l'avantage que ce soit le médecin Cottonal Grison aussi qui ait pris la décision, ça a permis peut-être aussi d'arrêter les trajets des autres équipes, hein, parce que les équipes étrangères n'étaient pas encore en Suisse au moment où la décision a été prise. C'est là qu'on en arrive finalement, c'est qu'on va un petit peu retrouver ce qui s'est passé il y a quelques mois en arrière, le jeu du chat et de la souris. On va essayer de forcer au maximum pour jouer, c'est ce que veut la National League dans les décisions qu'elle a prises, c'est ce que voulait la Coupe Spengler, dans le but que ce soit une instance supérieure qui décide d'arrêter finalement les sports professionnels pour ensuite pouvoir être dédommagés. On est dans ce jeu-là un petit peu, hein. C'est la nouvelle tendance, parce que tous les clubs du championnat ont compté sur une saison pleine avec des spectateurs et des rentrées financières au max. On a encore pu lire dans les différents médias, notamment John Gobic qui disait dans les journaux qu'il avait compté vraiment une saison complète, hein, pour Fribourg-Gotteron, en plus dans la nouvelle patinoire. Donc on en est là finalement. C'est que maintenant, on va forcer et la situation sanitaire passe au second plan. Les clubs veulent jouer parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêt derrière aussi. Oui, puis on parlait des assurances, et c'est peut-être aussi ce qu'a fait l'IHF avec les M20, c'est-à-dire que il y a certainement ces championnats-là sont assurés, la Coupe Spengler est assurée, le mondial est assuré. Ça permet d'aller vers ces sociétés qui sont spécialisées pour ça, dire voilà, cas de force majeure, on n'a pas pu faire, on nous a empêché de tenir cet événement en place, donc on active l'assurance. Je suis pas sûr qu'ils sont assurés de la même façon après la première annulation de l'année passée. Je suis pas sûr que les compagnies d'assurance assurent. En tout cas, le tarif a dû changer un peu. Il y a dû avoir un petit malus, là, en connaissant les compagnies d'assurance. Oui, mais après, ça dépend quand tu as été signé le contrat. Oui, c'est ça, évidemment. On est d'accord. Mais c'est vrai que l'année passée, le championnat du monde a été annulé, on le sait. Et la IHF s'en est plutôt bien sortie. Hein. Bon, à part ça, nous, on est quand même plutôt heureux d'avoir de temps en temps, ne serait-ce qu'un match à proposer tous les 2 jours. Non, mais je ne veux pas, non plus cracher sur la soupe, hein, parce que nous-mêmes, on n'est pas mécontents de commenter de temps à autre. Je pense qu'il y a pas mal de téléspectateurs qui sont aussi heureux de ça. Et puis, même, j'imagine que le caissier de Zurich, hier, il y avait 8800 spectateurs. Ils ont aussi consommé des boissons, ils ont mangé des sandwichs. Je veux dire, tout ça fait que c'est des rentrées d'argent qui sont quand même pas mauvaises à prendre si on compare à la saison passée où il y avait les reports, mais en plus c'était des matchs à huis clos. Donc là, ils avaient absolument rien à gagner, les clubs. Aujourd'hui, ils ont quand même à gagner, même s'ils jouent peu, mais si c'est un match sur 2 qui est annulé, c'est bon à prendre. Hein. C'était un petit peu le sens de ma question d'avant, c'est que j'ai l'impression qu'on tire les conséquences de ce qui s'est passé l'année dernière et puis qu'on force à jouer encore jusqu'à temps qu'on peut avoir du public et puis des joueurs valides qui peuvent tenir une canne et être sur la glace. Peut-être une question d'assurance encore une fois. Si les clubs veulent jouer, puis le Conseil fédéral éventuellement peut arriver avec une décision en disant on huis clos ou on doit arrêter, alors à ce moment-là, on pourra aller réclamer quelques petits sous, comme on a su le faire l'année passée de façon très habile d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire, se retourner contre l'État et dire vous nous empêchez de vivre. Et donc, il faut des subventions. Et ça fera des votations supplémentaires pour le peuple suisse. Il y a quand même 6 équipes actuellement qui sont en quarantaine, donc c'est quand même difficile en National League de mettre un calendrier en place. Hein. On a un match demain, c'est Genève-Ambry, on en a un jeudi, on a peut-être 2 matchs quelques heures ce vendredi. week-end. Là, ils vont sortir gentiment de quarantaine. J'ai parlé avec, évidemment comme toujours, je parle avec des gens qui sont dans les clubs. Il y en a un qui m'a dit, Steph, il dit on aurait dû organiser une grosse noce. Toutes les équipes de National League ensemble, dans un endroit très restreint, très fermé, à boire des verres, à se taper dans les mains, etc. Tout le monde l'aurait chopé en même temps. Mi-janvier, on était bon. Puis il faut dire, les gars, il faut le dire, moi j'ai parlé à beaucoup de clubs et tout ce qu'on me dit, c'est que dans la très, 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 très grande majorité, pour ne pas dire dans l'entièreté, je ne sais pas si c'est un mot, là, mais les gars n'ont pas de symptômes ou très peu de symptômes. Donc, je veux dire, c'est asymptomatique pour la grande majorité d'entre eux. Donc, je veux dire, si on s'en remet un petit peu plus rapidement, on sait qu'Omicron est un petit peu moins virulent, tant mieux. Et puis voilà. Mais ce qui est dommage, c'est que là, si tout le monde le chope de façon décalée, 5, 6, 7, 8, 9, autant qu'ils le fassent tout de suite, on va être réglé comme la dernière fois, et puis comme ça, on peut passer à autre chose. En tout cas, Stéphane, ta proposition de grande fête pour les clubs, en tout cas, elle a du succès dans le chat. À part ça, Stéphane, c'est quelque chose qui est impensable, mais
dans l'imaginaire, Oui. tout le monde l'aurait eu, ça aurait été réglé. Tant qu'elle le chopait tout un après l'autre, ça aurait été plus simple. Évidemment, ne m'enregistrez pas, ne publiez ça nulle part, parce qu'évidemment, on me poursuit. C'est bon, il n'y a personne qui regarde Overtime. Je vais retirer les ennuis. Non, mais Stéphane, à part ça, par rapport aux asymptomatiques, la problématique, c'est pas forcément de transmettre entre joueurs, mais c'est de transmettre au public qui est dans les patinoires, puisque ce sont des espaces clos et très mal aérés, à part peut-être à Berne où il y a les grandes portes des deux côtés de la tribune où nous on se trouve et avec un sacré courant d'air quand il fait froid. Un sacré courant d'air, oui, justement. Stéphane, juste pour poursuivre ce que tu disais par rapport aux joueurs, pas bien. Ce matin, juste avant l'émission, je suis allé voir le début de l'entraînement qui était vraiment un entraînement de reprise pour Ajoie où j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des joueurs qui étaient là un petit peu comme ils arrivent au mois d'août où on va recommencer gentiment. Ils étaient 12, il n'y avait pas de gardien, il y avait les coachs. Quand même déjà 12 joueurs. C'est pas si mal, hein, sachant que leur quarantaine, elle va encore durer 6 jours. Donc, il faut remettre la machine en route. Mais visiblement, il n'y a pas de cas grave dans l'équipe. Il n'y a pas de soucis particuliers avec ça. Après, voilà, quoi. C'est quand même un peu spécial de voir des entraînements de ce type, on va dire. Moi, il y a quand même quelqu'un dans un club, je vous dirai pas le nom, il y a quelqu'un dans mon club qui a dit il était quasiment un des seuls à ne pas l'avoir, et puis personne ne comprenait parce qu'il avait été fortement en contact avec tout le monde. Il a dû faire 7 tests PCR avant qu'on lui trouve une trace pour dire « Ah, t'es positif finalement. » Oui, merci, parfait. 7 tests on a dû faire pour vérifier qu'il était vraiment positif, juste pour vous donner une idée. Ouais, pour revenir sur ton histoire de fête, il y a Sébastien qui, avec humour, dit pas sûr que tous les joueurs aimeraient faire la fête ensemble. Je pense qu'il fait des références à quelques derniers. De visite, Pascal. Et puis il y a Patrick qui nous dit: je suis étonné de constater de voir encore des cas positifs. Ne sont-ils pas tous contaminés désormais? Bah non, justement pas. On va y arriver. On va y arriver à l'immunité générale en National League si les clubs maintenant passent par cette fête décembre et début janvier plus compliqué. Après, quid de ce qui va arriver après. Après, j'ai envie de prendre l'exemple du tennisman Benoît Paire, le français là, qui avait été testé positif à l'US Open cet automne et qui est arrivé en Australie pour la reprise de la saison et qui a été testé positif à nouveau. Donc forcément, c'est pas parce que vous l'avez eu ou que vous êtes vacciné. Il paraît que ça peut arriver, mais voilà. Disons que c'est plus rare. Disons que les risques sont moins, surtout si les gars se font la 3e dose. Puis en plus, Benoît Paire, il a quand même une hygiène de vie qu'il laisse entrevoir sur les réseaux sociaux, qui n'est pas le gars qui pourrait peut-être le plus respecter les consignes en vigueur. Hein. Enfin, je dis ça, je ne le connais pas personnellement. Ça, tu dis rien, quoi. Non, mais disons que là, c'est du confinement. Hein. C'est pas impossible de rechoper ce virus, même si on l'a déjà eu. C'est ça qu'il faut que je voulais dire avec cet exemple-là. Il y a Louis Mandrin Semenov qui nous dit pas d'assurance pour la Spengler. Alors peut-être étayer un petit peu tes propos. C'est pas ce que nous on a entendu en tout cas. En tout cas, peut-être qu'ils seront dédommagés, par le canton, peut-être. Voilà, une question d'assurance, peut-être que l'État va les aider à éponger les dépenses, les frais engagés, je pense. C'est exactement ça. Visiblement, si j'ai bien lu, le canton des Grisons peut dédommager à hauteur de 5 millions un événement si ça se justifie, et c'est l'espoir des organisateurs de la Coupe Spengler, parce qu'on imagine quand même qu'en termes de frais, qui est Coupe Spengler ou pas, il y en a beaucoup qui ont déjà été engagés quand on annule à 24 heures. J'imagine que les hôtels et tout ça. Les hôtels, les tickets, voilà. Non, les tickets, ils sont remboursés, ceux-là. Mais, les tickets, les hôtels, les structures, parce qu'il y a quand même des tentes qui sont montées, des aménagements dans la patinoire, tout ça, c'est clair que... Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que le HC Davos qui est touché aussi. Il y a tout le système touristique de la région aussi qui subit les conséquences. Visiblement, les gens qui avaient des chambres, je ne parle pas des joueurs, des équipes, mais les gens, j'ai parlé encore avec un journaliste hier à Zurich qui m'a dit, je me suis fait une semaine de vacances dans les Grisons et puis j'en ai profité pour faire quelques interviews avec des gens. C'est ça, quoi. Les gens ont transformé un peu leur semaine en un peu moins hockeyistique, un peu moins sur la glace, mais fallait quand même y être. On parle de la suite, Pascal ? Oui, on va parler de la suite. On va juste rappeler comme qu'il faut 15 joueurs et un gardien pour pouvoir jouer en National League.
et que c'est peut-être le problème, tu parlais du HCA Ajoie, Régis, pour l'instant c'est le problème du HCA Ajoie. Pas de gardien pour le HCA en ce moment, donc Bon, pas Gary, c'est un ancien gardien, les gars, si jamais. Gary peut toujours aller. Bon, à la rigueur. Il y a Jonathan Fillon chez nous. Il y a Jonathan Fillon chez nous aussi qui est ancien gardien. Il n'a pas autant d'expérience que Gary devant le filet. Et puis toi, Stéphane, si les arbitres sont touchés aussi, tu remets le maillot zébré. Alors c'est ça pas que de souci. Pas de souci. Les patins sont. J'ai d'ailleurs sorti les patins là. Il fera ses analyses depuis le vestiaire où il arbitre. Pas de souci. Bon, allez, on va passer à la suite et ça se passe avec des anneaux olympiques. Parce que forcément, qui dit toutes ces annulations, se pose une grande question, faut-il aller ou non aux Jeux Olympiques On sait que la NHL et les joueurs de NHL, vu que c'est une organisation qui ne dépend pas de l'IHF, a refusé d'aller à Pékin. Désormais, ce sont donc les équipes qui sont en Europe qui vont être privées de leurs joueurs. On sait que notamment en Suède, ça va poser des problèmes puisque la SHL n'avait tout simplement pas prévu une pause olympique puisqu'il y a suffisamment de joueurs suédois en NHL et que dans un article qui a été traduit dans le Blick roman, l'entraîneur Roger Rönnberg de Frölunda se plaignait de ça puisqu'il estime qu'il va perdre 9 joueurs en février et qu'il va jouer 8 matchs à peu près durant cette période. Ça va être un petit peu compliqué pour un des favoris au titre. En Suisse, pour l'instant, 3 semaines de pause sont toujours prévues. On sait que Patrick Fischer va devoir piocher dans notre championnat. On sait qu'il y a également les sélections étrangères qui vont piocher dans notre championnat quelques joueurs. Mais est-ce qu'il faut que finalement que les joueurs puissent aller là-bas? On sait que c'est un rêve d'aller aux Jeux. Stéphane, toi qui es un ancien joueur, en ancien arbitre, je sais que ça fait partie des choses qui font plaisir, que les joueurs veulent aller, les athlètes veulent aller aux Jeux Olympiques, mais on sait qu'il y a aussi des conditions qui sont très drastiques pour entrer si vous n'êtes pas vacciné, puis surtout si vous chopez le Covid sur place. C'est ça le souci, c'est d'y aller, c'est une chose, voilà, mais on sait que la loi, bon, la NHL, pour reprendre des matchs, mais aussi parce que si vous êtes testé positif sur place, vous vous exposez à une quarantaine qui peut aller de 3 à 5 semaines selon ce qu'on a lu. Évidemment, on lit tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, les règles en Chine sont très, très sévères. Vous pouvez être enfermé dans un cubicule de 3-4 mètres sur 3-4 mètres pendant plusieurs semaines. Et rester sur place alors que tous vos compatriotes peuvent rentrer, un peu comme Simon Knack l'a fait à Edmonton, mais de sa chambre d'hôtel. Donc, évidemment, les joueurs craignent, évidemment, ils se disent, attends, moi, si je vais là-bas, puis je suis coincé là-bas, d'abord, j'ai une vie, ça n'intéresse personne d'être pris là-bas en quarantaine pour X raisons. Il y a la famille, donc, les joueurs, eux aussi, comme Nygren l'a justement dit, le joueur de Davos, nous, on n'est pas plus dommage que les joueurs de NHL. Ce n'est pas parce qu'on est un peu moins bon hockey sur le papier que nous, on mérite de rester en quarantaine, puis on peut subir ça, puis on accepterait d'aller dans des conditions identiques. Si les conditions ne sont pas assez bonnes pour la NHL, pourquoi elles sont bonnes pour les joueurs européens? C'est la question que lui soulevait. Et il y a plusieurs joueurs, moi en off, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont dit, même des joueurs suisses, qui disent pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr qu'on va trop envie d'aller, etc. Même si l'expérience olympique, c'est exceptionnel, il y a quand même des conditions humaines derrière qui sont insécures. C'est insécurisant. Donc, évidemment. Et là, en Suisse, la position, moi, je pense que ce qui nous manque en Suisse actuellement, c'est qu'il y a des joueurs qui ne voudront peut-être pas y aller, mais qui ne veulent pas s'afficher maintenant parce qu'ils ne veulent pas le premier à dire moi, je ne veux pas y aller parce qu'on sait qu'il y a un jugement derrière. Une convocation, ça ne se refuse pas, les Jeux Olympiques, etc. Alors que finalement, dans la vie, on est obligé à rien. Si quelqu'un n'a pas envie d'aller, il peut y aller. Je ne vois pas l'obligation parce que c'est l'équipe nationale. Donc, mais là, il manque clairement une association des joueurs forte parce qu'en Amérique, c'est l'association des joueurs et la NHL qui ont décidé d'un commun accord de négociation. Et puis en Suisse, l'association des joueurs est quasi inexistante. On n'entend pas beaucoup parler, même s'il y a des cotisations maintenant, puis Jonas Hiller travaille un peu plus. Là, c'est l'association des joueurs qui devrait parler au nom des joueurs et dire quelles sont les conditions. C'est une très belle occasion pour elle de se mettre en avant, mais je crois qu'elle a beaucoup de retard pour essayer vraiment d'être convaincante et puis peut-être de faire parler la majorité des joueurs, parce qu'on peut aussi voir la chose différemment. Si des joueurs comme Nygren prennent parole aussi, c'est qu'ils ont déjà une carrière bien remplie et faite de Jeux Olympiques, de championnats du monde et tout, et ils peuvent permettre peut-être de dire ça. Mais un plus jeune qui a envie d'aller aux Jeux Olympiques puis de vivre une expérience et puis que le Covid, ça lui passe peut-être au-dessus de la tête parce qu'ils ne sont pas vraiment concernés et tout ça, on peut comprendre aussi qu'il ait envie d'aller. Moi, ce qui me pose problème, c'est que si les Jeux se font, et ça, c'est personne ici présent qui peut décider, si les Jeux, ils veulent les faire, moi, je vois mal Suisse Olympique et la Ligue prendre position de ne pas se rendre aux Jeux Olympiques. Parce que on n'a jamais envie d'être le premier
à prendre cette position, à affirmer qu'on ne va pas y aller pour ces raisons-là. Il faudrait que des grandes nations le fassent et puis qu'on commence peut-être à avoir en cascade derrière des désistements de dernière minute. Mais là, on est un peu trop près des Jeux Olympiques. David, les Jeux, ils auront lieu. Rappelez-vous, l'annulation à Tokyo, c'est les Japonais qui ont tout fait pour… Enfin, l'annulation, le report, c'est les Japonais qui ont tout fait pour le reporter, cet événement d'une année, puis ensuite même pour ou le repousser ou l'annuler. Là, en Chine, on a exactement le cas inverse. Le gouvernement, la politique chinoise, ils font tout pour que cet événement ait lieu. Donc moi, je suis persuadé qu'il aura lieu dans des conditions qui seront limite inhumaines pour ceux qui sont sur place, que ce soit les joueurs, mais aussi les techniciens, les journalistes qui auront le choix qu'entre leur hôtel et leur site de compétition et un seul site. Sinon, ce sera interdiction de quitter les 50 mètres autour de l'hôtel, d'après ce que j'ai entendu. C'est ça. Comme ça pour tout le monde. Donc, des conditions inhumaines, mais ils auront lieu, ces Jeux. Mais par contre, il y a encore des gens qui ont le droit, je pense qu'on peut le dire comme ça, le choix de dire on y va, on n'y va pas. Moi, d'après ce que j'ai entendu, c'est que beaucoup de joueurs s'interrogent. J'ai l'impression un peu, comme vous le laissez entendre, que personne n'ose faire le premier pas et ne voudrait pas être le premier Suisse qui dit « Moi, je n'ai pas envie d'aller là, ça ne m'intéresse pas d'aller vivre des jeux qui peuvent tourner au cauchemar. Hein. » Imaginez si Reto Berra, 2 jours avant de prendre l'avion, il a le Covid et puis qu'il se retrouve 3 semaines bloqué en Chine, que son équipe ne peut pas compter sur lui pour toute la fin du championnat. Il ne peut pas travailler. Qui assume son salaire je ne pense pas que Dubé, le staff, pour son des conditions comme ça, moi, je les mets quand même en avant parce que je me dis, mais est-ce que le hockey a vraiment sa place là au milieu avec toutes ces questions? Après, on entend dire que le gouvernement chinois pourrait quand même assouplir ces histoires de quarantaine de 21 jours. Ils n'ont pas voulu pour la NHL. Voilà, donc ça c'est de la théorie. Peut-être une Vox Populi qui se développe aussi, mais le fait est qu'on pourrait aussi très bien commencer les JO et malgré une bulle sanitaire et des conditions horribles, devoir se rendre compte qu'on est un petit peu comme au Mondial M20 devant des forces de cas de Covid qui pourraient se développer aussi. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Hein. On veut forcer là aussi. On en vient au même sentiment et je peux comprendre que ça pose beaucoup de questions en Suisse parce que les joueurs de NHL n'y seront pas, donc il y a des places disponibles, il y a des joueurs qui auront envie, puis il y a des joueurs qui n'ont pas envie. Et je crois qu'il y a beaucoup de discussions qui doivent se faire là, et je ne suis pas sûr que le sélectionneur Patrick Fischer soit aidé aussi par la situation, hein, parce qu'il faut faire une équipe, il faut y aller, il ne faut pas y aller. Il y a beaucoup de décisions et il y a peu de décideurs pour l'instant, ou peu de décideurs qui osent s'affirmer. Qu'est-ce que les clubs vont dire? Si par exemple, je reprends l'exemple de Régis, Reto Berra qui reste coincé 3-4 semaines en Chine sans s'entraîner, il fait des pompes dans sa chambre d'hôtel à longueur de journée, mais ça ne remplace pas des poids. Il fait des abdos aussi, gainage, machin, c'est un sabal. Bon, non seulement il va rater 3-4 semaines de championnat crucial, il va revenir dans une forme épouvantable. Honnêtement, le salaire, il faut que du point de vue financier, qui assure le salaire de Berra, là, c'est de son propre chef, les assurances maladie, etc., etc. Je ne suis pas sûr que tout le monde à NHL, c'était ça le problème aussi. L'équipe de NHL disait, attends, moi, vous allez au championnat du monde. De toute façon, quand ils vont au championnat du monde, les joueurs de NHL sont pas assurés par leur club de NHL, contrairement à la Suisse, sont assurés par la fédération qui les engage. Et qui va payer pour tout ça? Après, il y a des Christian Dubé a dit à juste titre, moi, je laisse aller aucun joueur à la Coupe Spengler. Vous vous souvenez de ça? Parce qu'il dit, moi, je n'ai pas envie que le gars, parce qu'il y a l'année passée, on se souvient que Desharnais s'était pété un doigt, machin, bon. Et puis, il a dit, moi, je n'ai pas envie de prendre ce risque-là, de perdre un joueur. Mais on peut comprendre aussi la position des clubs. Vous ne croyez pas, vous, que certains clubs vont jouer dans les oreilles des joueurs en disant, vas-y si tu veux, là, mais puis le gars qui arrive en fin de contrat… Il y aura une différence entre ce qu'on va communiquer dans les médias et de ce qu'on va peut-être susurrer dans les oreilles des joueurs. C'est ça, c'est plus… Il y a des pressions subtiles qui peuvent arriver, puis je comprends, honnêtement. Le gars, il dit, attends, moi… Voilà, il y a plein de trucs en jeu, et puis évidemment, personne n'ose s'afficher. Je pense que tout le monde botte en touche pour le moment, parle en off, à gauche, à droite, puis on attend de voir en espérant que la décision se fasse sans que personne soit obligé. Mais après, on sait très bien comment ça se passe pour les sélections. Alors, il y a une proposition dans le chat, Stéphane. Il y a une proposition dans le chat de quelqu'un qu'on connaît bien, puisque c'est Laurent Antonelli. Salut Laurent. Pourquoi ne pas envoyer les M20 au JO comme c'est le cas pour le foot en été, moins de conséquences pour les clubs par exemple? Et en même temps rattraper le championnat du monde M20 qui a été arrêté. Alors certes, il y a la Chine qui doit venir dedans, mais
rattraper C'est pas le des mondial décisions que émergente. tu peux prendre à un mois du début des Jeux Olympiques. Et tu peux pas faire ça comme ça. C'est trop compliqué, à mon avis, de mettre ça en place maintenant. Puis Puis après, les, bah, puis les- puis les droits télé, les réseaux de télévision qui ont payé des millions pour notamment avoir cette compétition avec les meilleurs de NHL, parce que c'est ça qui aurait donné le plus de visibilité à ces Jeux olympiques, on s'entend, ça aurait été la compétition phare avec les joueurs de NHL. C'est pas ce qu'ils font, on s'entend. Donc Ça là, dépend si du vous envoyez pays, les Stéphane. M20, excuse-moi, mais ça n'a plus la même valeur. Je n'ai rien enlevé au M20, mais ce n'est pas la même chose que de voir McDavid, Crosby, Patrick Kane, et puis, excusez-moi, mais Bah, c'est plus, Connor c'est plus, Bedard, le- ça c'est te fait plus pas, le même ça te fait deal. pas rêver, Stéphane, de voir Connor Bedard? Pardon? Connor Bedard, Connor jouer. Bedard, ouais, je l'ai déjà vu, ouais, je l'ai déjà vu. Il a marqué 4 buts contre qui? Contre l'autre Régis. C'est ça, on a Voilà. fait un plat, là, mais voilà. Bon, peu importe. Après, pour revenir, centrer la discussion sur ce qui touche la Suisse finalement, mais il ne faudra pas juger non plus les personnes qui décident de ne pas y aller. On pourrait saluer ceux qui disent haut et fort « je ne vais pas aller aux Jeux Olympiques pour ces raisons-là », mais ceux qui vont y aller auront certainement aussi une opportunité et il faut respecter le choix qui peut être fait. Si équipe de Suisse aux Jeux Olympiques, il doit y avoir. De toute façon, c'est quoi l'obligation? C'est pas parce personne n'est obligé dans la vie d'aller jouer avec l'équipe nationale pour aller aux Jeux olympiques. Tous les gens, ils pensent que c'est le summum, Oui, etc. Oui, mais Stéphane. des gens, ils disent, c'est une occasion. Les gens, ils disent, ah ben, ça n'a pas de sens, mais ça reste un choix personnel. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas intéressés d'y aller, de jouer avec l'équipe nationale. C'est pas avec ça que tu gagnes ta vie. Tu ne fais pas ta carrière avec l'équipe nationale. C'est une super expérience dont tout le monde rêve, mais peut-être qu'on peut comprendre qu'un gars, il dit, moi, pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles, je passe mon tour. Je dis, ils gagnent leur vie dans les clubs. Stéphane, l'occasion d'aller aux Jeux Olympiques, il y a quelques joueurs qui en ont fait plusieurs, mais ils ne sont pas très nombreux dans ce cas-là. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui pensent que c'est peut-être la seule occasion de leur carrière de disputer des matchs au JO. Donc, on peut comprendre quand même d'un point de vue sportif, on a vraiment envie de participer à la plus haute compétition mondiale. Mais ce n'est pas une obligation. Quelqu'un peut dire, moi, je n'ai pas envie d'y aller. Parce que l'expérience olympique, parce que tu sais, c'est enfermé dans ta chambre d'hôtel ou dans ta chambre d'athlète ou sur le campus des athlètes, et puis tu vas faire tes matchs, et puis à côté de ça, tu vis absolument rien. L'expérience olympique, là, parce que l'expérience olympique, c'est de partager, d'aller voir d'autres compétitions, d'être à la cafétéria avec des skieurs, aller voir les événements, vivre le truc olympique, aller voir l'équipe nationale de ton pays, qu'il y en a qui gagnent une médaille. Mais là, tu ne vis pas ça. Tu vas juste jouer tes matchs dans une patinoire peut-être vide. Et puis tu t'en vas à ton hôtel. On parle de hockey sur glace, Stéphane, mais il y en a c'est leur objectif de la saison depuis 4 ans. Ils se préparent pour ça aussi. Oui, il y en a j'irais même plus loin, David. C'est même un objectif de vie. On peut respecter ça, qu'il y en a qui se disent, ben moi, ce n'est pas mon objectif de vie. Il y en a qui disent, mais c'est pas possible. Non, mais attends, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation là. Et puis, les gens qui refusent, ni graines qui refusent, moi, je le comprends. Peut-être que, voilà. Et puis, quelqu'un qui dit, moi, dans ces conditions-là, je ne vais pas, ou pour X raisons. Les joueurs professionnels, ils gagnent leur vie, leur carrière, ils la font avec leur club. C'est leur club, leur employeur. Le reste, c'est comme on dit en anglais, c'est que du gravy, c'est de la sauce. Mais tu n'es pas obligé, si tu n'as pas envie de le faire, ce n'est pas nécessaire. C'est pas avec ça que tu gagnes ta vie, tu ne fais pas une carrière là-dessus. Ça peut t'aider, mais pour certains, moi personnellement, des compétitions internationales au niveau de l'arbitrage, moi j'ai arrêté à un moment donné. Ça ne m'intéressait plus. Tu sais, les compétitions internationales, c'est les mêmes gars que tu mets sous un autre maillot. Hein, je veux dire, on s'entend, là. Ils changent juste de couleur de maillot puis ils se réunissent sur des critères différents. Des fois, le niveau est meilleur, mais pas toujours. Mais moi, dans le chat, Stéphane, il y a beaucoup de gens qui plaident que c'est insensé d'aller au JO, que ce ne serait pas des conditions humaines, que forcément aussi ce qui peut en découdre en cas de positif. Ça va assez dans ce sens-là. On aime bien lire vos avis, continuer de les donner, mais c'est vrai que je crois que là, d'ici au départ qui doit être programmé des joueurs et la fin et l'arrêt du championnat de Suisse pour ça, il va y avoir de grosses discussions pour savoir ce qu'il faut faire. Et on revient peut-être à cette... on est en train de régler ça, de toute façon. Ils ont qu'à nous demander, nous, on va régler ça. Moi, je vous donne mon sentiment. Il y aura une sélection suisse. Elle va quasiment ressembler à celle que vous attendiez. Et puis, il y a peut-être 1 ou 2 joueurs qui diront « Moi, je ne veux pas trop y aller parce qu'ils ont déjà connu des JO et des choses comme ça. » Et sinon, vous verrez, on aura 25 noms qui vont faire « On a quasiment la meilleure équipe possible. Peut-être qu'il en manque 2. » Et puis ça va s'arrêter. Moi, je vous dis comment je la sens parce que les joueurs, ils n'ont pas l'habitude de prendre ce genre de décision. Ils sont généralement un petit peu dans leur cocon des clubs. C'est
pas eux qui prennent la plupart des décisions, si ce n'est celle de partir à gauche ou à droite quand il faut signer un contrat. Donc, vous verrez, ça va se passer comme ça. Moi, je n'imagine pas un autre scénario parce que sinon, il y aurait déjà eu une espèce de consultation au sein du syndicat on va dire dans un cercle bien formé avec un bon syndicat de joueurs. On aurait organisé ça. Qu'est-ce que vous pensez et tout? On est très, très loin de ce scénario-là. Et puis, quand les gars recevront le téléphone de Patrick Fischer, ils vont dire, bien sûr que je serai dans l'avion pour monter là fin janvier pour aller au JO. Vous verrez. Moi, je vous donne mon sentiment. Attends, on avait une question, que si les clubs ne mettent pas leur veto là-dessus, pour pas mal paraître non plus, la sélection sera comme tu le dis, Régis. Je suis assez d'accord avec toi. Puis il y aura peut-être des gars blessés aussi. Au lieu de dire je ne veux pas y aller, d'entente avec Patrick Fischer, on va annoncer une blessure. Il y avait une question de Jérém Barras avant l'émission, c'était de savoir si est-ce que la Ligue pouvait dire stop par rapport à ça, par rapport à une sélection et d'envoyer une équipe nationale à Pékin. Et je vois Régis qui fait non de la tête. C'est la fédération qui décide. C'est pas vraiment la Ligue. La Ligue, ils n'ont rien à dire. Ils sont obligés de faire la pause IHF comme ils l'ont et libérer les internationaux. C'est l'engagement qu'on prend quand on est dans la fédération internationale. Donc, ils n'ont pas le choix que de libérer et les Suisses et les étrangers qui veulent y aller. Pour le reste, ils ont, j'ai envie de dire, rien à dire. À moins que là, Lars Weibel prenne tout d'un coup position et dise ça va plus, les conditions sont pas bonnes, on veut plus envoyer d'équipe ou on envoie une équipe M20. Mais vous l'imaginez vraiment ce scénario-là? Moi, pas un instant. Non, mais Lars Weibel, n'oubliez pas, Lars Weibel, c'est un gars que j'aime bien, c'est un gars intelligent et tout ça, mais lui, il prêche sa paroisse. Il gagne sa vie, il est payé pour s'occuper des équipes nationales. Voilà. Quand c'est reporté ou annulé, c'est pas bon pour lui, et puis il n'y a pas de job, etc. Donc lui, il va pousser. C'est clair. Ben oui, c'est ça. Lui, il va faire la clé M20, tout le monde a poussé. Bon, personne ne s'attendait à ce que ça arrive comme ça, mais ils vont pousser tout ce qu'ils peuvent pousser pour que ça se passe. Quelles que soient les convictions personnelles, après, il y a le côté professionnel qui prend le dessus, ça c'est sûr. C'est ça. Bon, on a 15 jours pour jouer au sélectionneur Patrick Fischer, puisque la liste doit être dévoilée dans exactement 15 jours, le 18 janvier. Et puis on va vite revenir sur la Coupe Spengler, parce que Louis a retrouvé son histoire d'assurance. Gaudens Dominique, donc le président de HC Davos, a dit à Watson, alémanique, qu'il n'y avait pas de possibilité de contracter une assurance annulation. Les dépenses pour l'ensemble du tournoi s'élèvent à 9 millions de francs et il faudra maintenant négocier avec les créanciers pour les frais engagés. Oui, mais là on a dans le discours politique, Pascal, déjà. De bénéfices. Oui, bien sûr. Voilà. Mais voilà. C'est clair que maintenant on joue au poker menteur pour essayer d'avoir le maximum d'argent en retour et puis qu'on doit d'avoir des discours comme ça dans les médias, pour moi. Ah. Les clubs avaient été très malins il y a 12 mois. Hein, donc, oui, non, mais tu avais demandé à Louis de retrouver son histoire d'assurance, de non-assurance annulation. Il est allé chercher la... Good job, Louis. Il est allé rechercher ça. Et puis, pour finir sur les jeux, Sébastien propose d'envoyer les joueurs de Première Ligue où le championnat était interrompu à cause du Covid. Et puis Patrick nous dit, moi en tant que sportif, j'y vais parce que la passion prend le dessus, mais ça ne va pas être la fête en attendant. À la fête attendue, loin de là. Voilà pour les Jeux Olympiques. Je vous propose qu'on avance, puisque y a quand même une autre question qui se pose par rapport à cette pause olympique. Faut-il continuer le championnat suisse durant le mois de février? C'est la question que je pose à mes invités aujourd'hui dans Overtime. Qui veut se lancer en premier? Bon, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mon sentiment est que on pourrait peut-être pas le continuer pendant un mois sans faire de pause. Je pense que faire une pause pendant le mois de février, comme c'est traditionnellement le cas, oui, mais je pense qu'on pourrait jouer jusqu'au début des Jeux et dès la clôture des Jeux. Et puis, ma foi, il y aurait des internationaux qui seraient peut-être pas là pour le dernier match et pas là pour le premier. Comme je vous disais, avec des quarantaines possibles, il y en a peut-être qu'on ne reverra pas avant le mois de mars. C'est quand même un scénario qui existe malgré tout. Donc, de mon point de vue, je ne vois pas d'opposition majeure à, en tout cas, jouer un peu, on va dire, pendant cette période qui était quasiment un mois, je crois 3 semaines et demie, si je ne dis pas de bêtises, sans match qui était prévu. Pas forcément avancer le calendrier, mais replacer en tout cas déjà les 15 matchs qui ont été reportés, plus peut-être ceux qui vont arriver ces prochains jours aussi. C'est cette solution qu'il faut avoir, parce qu'il y a quand même, on l'a dit, je vais reprendre l'exemple de Régis, c'est-à-dire Reto Berra.
Si Fribourg doit jouer une dizaine de matchs sans Reto Berra parce qu'il y a les jeux, je pense que Christian Dubuis va faire la gueule. Parce qu'il pourra pas dire à Reto Berra non, tu vas pas au jeu, dis à Patrick Fischer que tu as une blessure, et puis 3 jours après il est sur la glace parce que Fribourg joue contre Zurich, et puis c'est un match qui est ultra important pour la première place. Même s'il n'y a plus de Fribourg-Zurich, hein, c'était un exemple puisque c'était le match hier. Hein, tout simplement. On prend l'exemple avec le leader du championnat, c'est aussi plus facile. Il peut se permettre de passer 10 matchs de Reto Berra, il en a besoin en play-off après, ça c'est sûr. Et qu'il revienne dans une forme décente, ça c'est clair. C'est qui le troisième gardien derrière Connor Hughes qui va passer le mois de janvier avec Genève Servette? Robin Terrier. Voilà, Loïc Gallet. Donc si Connor Hughes se blesse avec Genève et puis il doit manquer tout le mois de février, Fribourg se retrouve clairement dans la merde. Parce que c'est pas pour... Loïc Gallet, moi je l'ai vu jouer en match amical, c'est pas pour l'instant il a pas encore le niveau pour la National League. Robin Terrier, je l'ai pas vu jouer, donc je peux pas dire. Mais... Voilà. Hein, Zoug, même chose. Voilà. Zoug, même chose. Stéphane, ton avis, toi? Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, les gars. C'est rare, ça. C'est étant, je suis assez d'accord avec le dernier que j'ai parlé. Donc, attention, il est en train de changer. Il est en train de changer, notre Stéphane. Non, mais écoutez, moi, je vois mal les clubs accepter ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de joueurs étrangers qui vont partir, les gars. Prenons l'exemple de Zurich, justement. Les gars, ils ont prévu, rappelez-vous, l'idée de base, c'est d'avoir l'équipe d'NHL. Si on a les joueurs d'NHL, on s'entend que l'équipe nationale suisse avec les joueurs d'NHL, ça veut dire qu'il y a entre 10 et 15 joueurs qui jouent en Suisse qui seraient partis. Puis aucun étranger. Peut-être 1 ou 2. D'accord. Puis, dans ces conditions-là, on arrêtait 3 semaines et demie, presque 1 mois. Et là, la donne change. C'est 25 joueurs suisses qui jouent en Suisse et puis peut-être, je ne sais pas moi, 30 étrangers qui vont partir. Parce que c'est les 11 étrangers qui vont. Et là, on voudrait continuer dans ces conditions. On voulait arrêter 1 mois en étant peu impacté, très peu impacté pour une dizaine de joueurs. Et là, on voudrait jouer en étant très impacté avec une cinquantaine, peut-être nos 50 meilleurs joueurs du championnat qui seraient loin. Stéphane, est-ce que les clubs accepteraient ça? Je ne suis pas sûr. Moi, je ne sais pas. Je me mets à leur place, je ne suis pas sûr. Si on doit rattraper les matchs, moi, je prends par l'autre bout, je m'inspire de si je dirige un club. Qu'est-ce que je préfère? Que ma patinoire soit vide pendant 1 mois ou quand même ne plus avoir que, j'ai envie de dire, je disais 2 semaines sans match et qu'à la place, parfois, je n'ai pas forcément mes joueurs vedettes, mais au moins, j'ai mes 8, 10, 12 000 spectateurs. Si on ne les reprend pas, oui. Si on ne les reprend pas, oui. Mais si on les reprend plus tard, après, évidemment, mais là, est-ce qu'on va jouer avec des spectateurs? Ils ne peuvent pas. Plus tard, ils ne pourront pas. Ils pourront en replacer 1 ou 2 par-ci, par-là, mais ils ne pourront pas replacer tous les matchs plus tard. C'est sûr. C'est sûr. Il n'y a pas de date de réserve dans le calendrier. Il y a vraiment peu de possibilités. Si c'est le caissier qui décide, je suis d'accord avec toi. Voilà. Même si ça fausserait un petit peu le championnat, comme dit Sacha Corderet, finalement. On a déjà décidé que c'était le point par match. Donc, voilà, mais c'est déjà faussé un peu quand même. Si c'est l'idée d'avoir du monde dans les patinoires, autant jouer avec une équipe largement amoindrie, quitte à perdre des matchs, mais faire des revenus, c'est une donnée différente. Moi, je vous parle au point de vue sportif. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y a bien des techniciens qui vont dire « Ouais, mais là, si on loupe les playoffs par rapport à ça, Genève perd Tom Ernest pendant 5 matchs, Vatanen finit avec l'équipe nationale, Pouliot part avec l'équipe suisse, je ne sais pas si ça va arriver, mais je ne t'ai pas Phil Poulet convoqué. Là, Genève, il joue une place en pré-playoff. Après ça, est-ce que c'est le caissier ou les revenus qui priment sur le résultat sportif? Si tu loupes les pré-playoffs, ça va peut-être te coûter plus cher que les 2 matchs. Donc après... Oui, mais là, tu ne le sais pas au moment où tu le décides. Tu ne peux pas le savoir. Non, mais Genève, ça va être limite de toute façon pour les pré-playoffs, peu importe, même s'ils gagnent beaucoup de matchs, avec ce qu'ils ont accumulé, c'est compliqué. Ils vont se battre pour ça. En tout cas, dans le chat, on est partagé. Hein, Stéphane, oui, comme nous. Georges-Henri qui dit qu'il faut rattraper les matchs, au moins ça. Moi, il y a Sacha qui dit que ça fausse le championnat, d'œuvrer comme ça et de placer les matchs à ce moment-là. Et Nicolas qui dit qu'il faut continuer, il y a des remplaçants. C'est aussi comme s'il y avait des blessés dans chaque équipe, finalement, et ça donne la chance aux autres. Et c'est le coach qui va finalement montrer son talent. Voilà, on serait tous dans le même panier, pas sûr. Des équipes qui seraient plus touchées que d'autres, forcément. Est-ce qu'on arriverait à avoir justement ces 15 joueurs de champ et un gardien dans chaque équipe si on jouait les matchs en février? Ça, c'est une bonne question.
Hein, Zurich, on sait que ça va pas poser de problème avec les Getsek Alliance, mais Fribourg. Je reprends l'exemple de Fribourg. Si on enlève Berra, Motet, Desharnais, Brodin, Gunderson, Diaz, est-ce qu'on arrive à 15+1 ? Shooter, peut-être. Shooter, je pense pas, pour des questions de vaccination. Oui, il n'est pas vacciné. Mais là, semble-t-il. Mais ouais, non, mais c'est ça. Après ça, s'il n'y a pas 15 joueurs, c'est un autre donnée. Le Fribourg, on peut dire, par contre, eux, ils mettent 8000 personnes par match. C'est aussi sympa. Ouais, mais est-ce que les 8000 personnes vont venir pour voir un Fribourg C jouer ? Bien sûr. Arrête, Pascal. moins. Avec la 2G+, ils ont quand même fait du monde, donc même avec ça... À part ça, il y a une bonne proposition de Sacha qui dit « Steph, tu es suisse, maintenant tu peux y aller toi au JO ». Bien sûr. T'as ressorti les patins. Sélectionné avec Marc-Antoine Pouliot. Exactement, avec Marc-Antoine Pouliot. Ouais. Donc, non, mais moi, honnêtement, je ne suis pas sûr que j'irai. Ben voilà, c'est moi. Mais je ne suis pas dans cette situation-là. J'ai plus cet âge-là. Je ne suis pas dans la même logique. Voilà, si j'étais un athlète, peut-être que je dirais c'est peut-être la seule chance de ma vie pour y aller. Les gars de NHL ne sont pas là. Il y a Sébastien Chaud qui dit on met le gars de la Zamboni à la place du gardien, comme ça se fait en NHL. Mais bon. Exactement. Il paraît qu'il est pas mal. Olivier Sunier qui joue sur le 3e bloc, le chef matériel. Bon, à Fribourg, ils ont David Abichir comme coach des gardiens, si jamais. Faut toujours mettre les patins, bon. Mais c'est pas. Moi, je souhaite qu'il y ait des matchs. Moi, évidemment, moi, je souhaite qu'il y ait des matchs durant ça pour nous, puis pour l'engouement, le spectacle, etc. Mais après, il y a des enjeux financiers, des enjeux sportifs. Rater les playoffs ou rater les pré-playoffs pour une équipe, ça coûte de l'argent aussi, ultimement. Peut-être à 2 matchs de plus à la maison, et c'est 2 matchs de moins de playoffs. On ne sait pas. Il y a beaucoup de tenants et aboutissants, on va dire comme ça. Mais moi, je ne suis pas sûr. Moi, ultimement, demandé de parier maintenant, je ne suis pas sûr qu'on va jouer dans les Jeux olympiques. Si la Suisse va aux Jeux olympiques, je suis de loin pas sûr qu'on va faire des matchs. Mais c'est bon. Dans le communiqué que j'ai retrouvé de la Ligue, ils disent en tout cas que, oui, ils sont passés maintenant à 15+1 au niveau de l'effectif pour pouvoir jouer un match et qu'ils veulent jouer les playoffs au meilleur des 7 matchs, les pré-playoffs au meilleur des 3 et que des rencontres seront rattrapées durant la pause qui était initialement prévue du 31 janvier au 9 février. Donc là, les joueurs qui sont au JO sont déjà partis ou sont sur le point de partir. Et donc, la Ligue s'offre quand même une fenêtre de replacer des matchs pendant ces 10 jours. C'est le... Pardon. Ça vient d'être annoncé ? Non, ça c'était quand ils ont annoncé le point par match, le 15+1. La cérémonie d'ouverture, elle est prévue le 4 février. Et le début du tournoi, je suis en train de chercher les dates justement. Donc la NHL, il commençait au dernier moment. Là. Ça dure 10 jours, je pense. Le 10 février, les premiers matchs 10 février. Donc ça veut dire que les 9 ça février, finit le 20. 9 février, la Suisse jouera le 9 février contre la Russie à Pékin. Donc ça veut dire que les joueurs pourraient partir le 7 février et manquer la cérémonie d'ouverture. On l'a vu l'année passée avec Tokyo. La cérémonie d'ouverture en mode Covid, c'est pas très intéressant non plus, alors que c'est un des hauts faits pour les athlètes quand même, les Jeux. Et la cérémonie d'ouverture. Donc ça veut dire qu'on pourrait caler du 31 au 7 février, on pourrait caler des matchs. Avec les joueurs qui partent au JO, avec le risque qu'ils se blessent. J'ai aussi que c'est la pression un petit peu du chef des calendriers, Willy Pucklin aussi, de ne pas s'empresser de replacer tous les matchs maintenant pour se laisser une fenêtre justement à la fin de ce mois de janvier, début du mois de février. Vos avis ? Oui. Oui, il ne faut pas oublier aussi que les clubs ont demandé un maximum de 3 matchs par semaine quand ils recaseront des matchs possibles. Donc, ça veut aussi dire que il n'y a pas tant de possibilités. On se rappelle que des fois, ils ont joué 4 la saison dernière, si je me souviens bien. À un moment donné, ça jouait vraiment tous les 2 jours. Donc, ce sera un petit peu moins le cas. Donc, ça laisse aussi un peu moins de marge pour recaser. Mais moi, je vous ai dit, cette solution, elle me va très, très bien. Ça, c'est une idée. C'est évidemment, s'ils sont laissés cette marge-là de sucrer la pause officielle, parce que la pause IHF, c'est celle-là. On peut jouer avant de partir, mais après, c'est Fischer et Weibel qui vont sortir et jouer les pleureuses. Pour s'attendre à ça. On peut dire, on n'a pas pu se préparer. Les gars sont arrivés à la dernière minute. Non. Ça, c'est... Voilà. Tu parlais de David Abichir. Ça leur fera une raison pour expliquer qu'ils ont perdu avant les quarts. Lars Weibel est un ancien gardien, il peut jouer le rôle de gardien aux Jeux Olympiques. Patrick Fischer est un attaquant, il peut jouer en attaque. David Abichir et Jonas Hiller peuvent aussi sortir de leur retard. Oui, mais Albelin est suédois, il n'est pas suisse, il ne peut pas jouer pour la Suisse. Vous voyez qu'on en trouve des solutions. Plus on en parle, plus on trouve des solutions.
Bien sûr qu'on va sélectionner tous les plus fidèles du chat aussi qui n'arrêtent pas de poser des questions pour voir s'ils Dites-nous. veulent. S'ils peuvent aller à Pékin pour Chef matériel. voilà, faire chef. Exact. Non, mais compléter l'équipe de Suisse. Hein, on fait une équipe vétéran amateur. C'est pas mal comme Exact. idée. Ça fait du Au lieu sens. des moins de 20, on fait les vétérans. Pas mal, les gars, pas mal. Bon, oubliez pas Ça quand même enfonce. il y en a qui payent des millions, pour pas dire des milliards pour les droits. Donc, Bah il ouais. faut quand même pas se moquer du monde non plus. Mais c'est différent quand on parle d'un sport d'équipe, un sport de contact où les trucs peuvent se transmettre, etc. Puis quand d'autres disciplines, évidemment, vous allez me dire ski de fond sont tous à côté, mais ski alpin, par exemple, tu peux garder une certaine distanciation sociale. Si j'imagine un peu le sport, il y a des sports où c'est quand même moins à risque quand même que le hockey aussi sur place. Donc, un athlète individuel, voilà. Bref. On va quand même pas leur demander de faire leur compétition avec des masques. Donc, Écoute, au M20, on avait bien demandé aux arbitres de mettre le masque pour siffler. Hein. Ouais, je sais. Avant Moi, ça, d'aller. ils avaient aussi fait ça dans la Ligue junior majeure du Québec l'année dernière, la saison dernière, donc ils jouaient dans des bulles, etc. C'était ridicule. Les gars, ils avaient un foulard ici. À l'engagement, ils le mettaient, puis tac, c'était juste pour la galerie, quoi. C'est encore une fois comme les coachs avec la visière. Je vois encore Patrick Roy derrière le banc des remparts avec sa grande visière Bauer jusqu'ici, le masque. Non, attends, ça, c'est pour la galerie, quoi. On s'entend. Voilà. Et si on a largement évoqué le Covid, les conséquences, les annulations, les reports et ce qui pourrait arriver aussi ces prochaines semaines, je vous propose de se recentrer pour terminer cet épisode d'Overtime du 3 janvier, de parler un petit peu de l'actualité en ce moment en National League. Il y a de quoi dire. Oui, David, mais avant, on va juste prendre la question de Gérard. On parle beaucoup de la NHL, mais qui a décidé la KHL? La KHL, c'est comme la SIHF. Ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants de la fédération qui est leur fédération mère, c'est-à-dire la fédération russe, le comité olympique russe pour les Russes, et puis la Biélorussie, la Lettonie, et ainsi de suite pour les autres pays qui participent à la KHL. L'actualité, on va commencer peut-être avec la signature du côté de Bienne d'un certain Jesper Olofsson, petit joueur pas connu qui rejoindra les Zélandais l'année prochaine. Le meilleur joueur du championnat, Régis, qui s'engage à la Tissot Arena un 24 décembre. Bonne nouvelle pour les supporters biennois. Alors, c'est de toute façon pas une mauvaise nouvelle. La question que je pose quand même, moi, c'est le Olofsson de cette année qu'on aura ou le Olofsson des précédentes saisons? Parce que là, il vaut, on va dire quoi, 1,3 points par match. 23 buts. 23 buts en 35 matchs, 45 points. C'est pas mal. L'année passée à Berne, il nous avait quand même nettement moins bluffé dans une équipe qui était pas terrible, où il avait un rôle moins en vue. Donc, voilà, qu'est-ce que vaut vraiment Olofsson? Est-ce que c'est le Olofsson, j'ai envie de dire, définitif qu'on voit cette année, ou c'est le joueur qui valait, on va dire, un demi-point en Suède par le passé? Enfin, voilà. Je ne suis pas sûr que Bienne l'a engagé pour jouer 3-4e bloc, Régis. Hein. Ils vont le mettre en vitrine dans la ligne de parade avec Rayala et Haas, peut-être. Tu vois, donc, c'est pas le même rôle qu'il avait à Berne aussi la saison dernière. Oui, mais à Langnau, grosso modo, il occupe avec ses 3 compères étrangers tous les postes. Parce que l'équipe, elle peut que compter sur ses étrangers. Là, on sera dans un autre contexte à Bienne, avec des temps de jeu plus partagés, probablement un peu moins de responsabilité aussi. Donc, Olofsson, je ne le vois pas forcément être en tête du classement des compteurs la saison prochaine et marquer plus d'un but tous les 2 matchs. Il a la saison de sa vie. Est-ce qu'on peut enregistrer ça comme une prédiction de Régis? Non, mais je pense qu'il a assez raison dans le sens que c'est la saison de sa vie et puis qu'il s'est vendu de la meilleure des manières et puis que ça lui a permis de pouvoir sonder le marché et finalement d'opter pour Bienne. Mais c'est assez drôle comment ça s'est fait aussi, ce transfert, quand on lit un petit peu dans les médias. Je crois que dans le journal du Jura, j'ai un doute que j'ai lu ça, que finalement Martin Steinegger a appelé son agent pour se renseigner sur un autre joueur et qu'il a appris que finalement Olofsson était sur le marché, pas encore signé ailleurs, et dans les prix finalement que Steinegger voulait mettre. Donc Steinegger, là, il a offert le plus beau des cadeaux de Noël à tous les supporters biennois. Il venait d'offrir Radgeb avant, Löw et Yakovenko. Le mois de décembre n'a pas été très bon en résultat pour le HC Bienne, mais alors au niveau des cadeaux de Noël, les fans, là, c'était la folie. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il ne l'a pas signé au mois de septembre et puis ils ont attendu 3 mois pour l'annoncer? Parce que
Je pense pas que Bienne a fait la meilleure offre, comme on dit. Hein. Il paraît que c'est Lausanne qui fait toujours la meilleure offre au niveau salarial. Donc je pense pas que forcément il ait non plus été signé gratuitement. Hein. Vous êtes dans les légendes urbaines, messieurs. Vous êtes dans les légendes urbaines. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on lit ou ce qu'on entend, les gars, parce qu'il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de trucs, évidemment. Moi, je vais vous poser une question. Là, l'année prochaine, Golovson vient être engagé comme... Il y avait combien d'étrangers signés à Bienne avant la signature de Golovson? 5e, là. Il y en avait 4. Là, c'est le 5e. On s'entend? Mm-hmm. Quand on nous ont vendu l'idée d'augmenter le nombre d'étrangers, ils ont dit 10, il y a eu les sondages, machin, finalement compromis, on passe à 6. L'idée d'engager 6 étrangers, de passer de 4 à 6, c'était de faire baisser le niveau général des salaires. On nous a dit, si on passe de 4 à 6, le 5 et le 6e, ça va être l'ouvrier polonais, l'équivalent de l'ouvrier polonais pour le hockey. Ça va faire baisser le niveau des salaires, ça va augmenter la concurrence, donc faire baisser le prix des joueurs suisses et on va payer nettement moins cher pour ces étrangers qu'on paierait pour un joueur qu'on payait pour ces joueurs-là avant. Ce n'est pas une obligation. Non, mais c'est ce qu'on nous a vendu. C'est ce qu'on nous a dit, redit et redit pour justifier qu'on passe de 4 à 6 ça va peut-être se prétériter dans les 10 et 13 clubs, 14 clubs de National. Messieurs, ils en avaient 4. 4 bons qu'ils ont signés. Yakovenko fait une super saison. Il était très en demande. Löw aussi. Rayala, on connaît sa valeur. Et Salinen était blessé, mais était aussi en demande. Donc, on a réussi à garder 4 étrangers. On a eu 4 bonnes pioches au niveau des étrangers. On a réussi à garder. Et là, on engage le 5e étranger. Est-ce que Olofsson a le profil d'un 5e étranger, messieurs? Non, je vous le dis, non. C'est le meilleur du championnat cette année. Donc, il y avait d'énormes, il y avait des grosses offres. Il était très en demande. Comment voulez-vous que Bienne, après avoir dit et redit, donc Bienne a la réputation d'une équipe qui ne paye pas, machin, comment voulez-vous qu'il nous passe l'idée d'Olofsson comme 5e étranger après tout ce qu'ils avaient dit, sinon de laisser transparaître dans les médias? Un hasard, on a appelé l'agent, puis il m'a dit by the way, je voulais juste te rappeler qu'Olofsson, il cherche un contrat. Ah bon, il cherche un contrat? Bon, peut-être qu'on peut l'engager, nous. Puis, moi, je n'ai pas de budget, bien, il ne paye pas, etc. Je vais lui donner le temps. Vous croyez qu'Olofsson n'avait pas 10 équipes qui étaient intéressées à lui, puis n'avait pas 5 offres fermes sur la table avec des bons prix, et puis qu'il a signé à Bienne pour pas cher par hasard. Est-ce que quelqu'un peut vraiment croire cette histoire-là, si ce n'est qu'une légende urbaine pour faire passer l'idée que... Et ça m'énerve qu'on prenne les gens pour des cons. Ça c'est le conte de Noël, on s'est bien enrobé. Arrêtez, la communication est si forte. Oui, c'est de la communication, mais est-ce qu'on peut lire entre les lignes de temps en temps? Mais en quoi ça te dérange finalement qu'un club engage Olofsson comme ça qui est... Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on arrive exactement là où on voulait en arriver. On nous a vendu l'idée de passer de 4 à 6 au forceps en disant ça va faire baisser les prix. Dada, ça ne fera pas baisser les prix. On va aller chercher. Et il a raison, Steinegger, dans l'engagé, s'il a les moyens de le faire. Ce n'est pas ça que je dis. Mais arrêtez de nous vendre du rêve avant. Puis après ça, pas passer pour le club qui ne fait pas ce qu'il a dit. On fait lancer une légende urbaine comme quoi Olofsson aurait signé à rabais. Moi, j'ai fait ma petite enquête, là. Évidemment, je n'ai pas vu le contrat. Je peux vous dire qu'il n'a pas signé à rabais. Parce que je peux vous dire qu'il y avait des offres très élevées sur la table que des clubs m'ont dit. Je peux vous dire un truc, arrêtez de dire que... Alors, moi, ce qui m'énerve, c'est pas qu'il a signé à la baisse. Hein? J'ai jamais dit ça. Non, mais on a lancé l'idée que c'était par hasard. Tout à coup, le gars, il cherchait un club. Ah oui, mais moi, je ferai une offre, on ne paye pas. Attendez, on prend les gens pour des cons. Ça m'énerve. C'est ça qui m'énerve sur le principe. Alors, que Steinegger l'a fait, c'est top, parfait, impeccable, c'est nickel pour Bienne. Les 4 étrangers que cette année, ils ont fait le job. Martin Steinegger fait un boulot incroyable. Ce n'est pas ça l'idée. C'est que c'est pas ce qu'on nous avait annoncé. Puis comme on ne fait pas ce qu'on nous avait annoncé, on nous vend des légendes urbaines qu'il paraît que. Voilà, ça m'agace un petit peu sur le fond, mais que Bienne l'ait signé, c'est une excellente nouvelle. Steinegger est un excellent directeur sportif. Ce n'est pas ça que je remets en cause. C'est qu'on nous vende des légendes pas possibles. C'est agaçant. Les légendes, c'est quelque chose, je peux comprendre ça t'énerve, mais il construit son effectif aussi en se basant sur qui perd, qui va venir renforcer l'équipe. Il perd Hugli, qui a quand même un salaire aussi important. Il fait venir un étranger à la place parce qu'il en a la possibilité. Tu crois que Berne, comme nous le dit
dans le chat en ce moment, ils ont des problèmes d'argent. Au vu comment ils recrutent, Vermin, Löffel, Di Domenico, Marco Lehmann, et tu crois que les ZSC Lions ne vont pas profiter d'avoir 5 voire 6 étrangers pour faire venir Ils ont des raison, mais joueurs dites-nous pas le contraire. C'est le discours versus la réalité qui me dérange. Oui? Et puis là, pour faire passer l'idée, on laisse présager qu'on l'a signé à Rabek. Arrêtez, s'il vous plaît. Qui va croire qu'Olofsson, son agent et lui, le gars, il l'a dit, Régis, il connaît la meilleure saison de sa vie. Il va capitaliser pour ça. C'est un gars qui n'a jamais gagné tant d'argent que ça. Il a bien gagné sa vie, mais c'est en plus. Et là, il peut toucher le pactole. Les équipes, c'est toujours le court terme. C'est le dernier week-end que tu as joué, si tu as marqué des buts, ton prix vient de monter. Tu es aussi bon que la dernière saison, les derniers matchs que tu as joué. Le gars, vous croyez qu'il va se priver de gagner beaucoup d'argent dans ses meilleures années de sa vie maintenant? Il a des offres, il y a des équipes qui veulent l'avoir, sa valeur est au sommet. L'agent, et lui, ce n'est pas des imbéciles, là. Et puis, il a probablement choisi son club. Il va aller dans un club gagnant, qui est bien géré, bien à cette réputation-là. Ils ont une bonne équipe sur le papier, évidemment. Mais à un moment donné, les gars, il faut arrêter de croire que le gars est allé là par hasard parce qu'il n'y a pas d'offre sur la table et qu'il a signé pas cher. Mais sérieusement. Et parfait. Et pour Vienne, c'est une excellente nouvelle. Et Steinegger est un bon directeur sportif. Mais vendez-nous pas de la merde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Noël est passé, c'est bon. Le mythe peut tomber. Ah là, c'est distribution de charbon pour rester dans le thème. Non, mais bon. Mais les clubs, ils vont tous engager des bons étrangers. Arrêtez de croire que le 5 et 6e, ça va être des étrangers à rabais qui débarquent de la chaloupe sur le Rhin et la balle. Il faut arrêter. Non, mais c'est pas ça la réalité. Steph, c'était pas en bateau, c'était à pied ce qu'avait dit Marc Lutti. À pied. À pied, c'est encore pire. Il arrive avec son sac à pied, etc. On n'a pas le moyen de payer le billet d'avion. Voilà, mais non, mais... Et dire qu'on l'énerve déjà, notre Steph national, et qu'il doit parler d'une charge de Matej Transky d'ici quelques minutes. Attention. Hein. Et qu'on est que le 3 janvier. Hein. Non, mais l'année commence bien, Stéphane est chaud. Tout ça pour dire que pour notre championnat, moi, si on a 2 bons joueurs étrangers en plus au lieu de Tokar qu'annoncé, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Si le niveau de notre championnat est élevé, Olofsson marque des buts cette année, est-ce qu'il va réussir? La question de Régis était légitime. Hein? Est-ce qu'il ne connaît pas la saison de sa vie? Si vous regardez les expected goals par rapport, il est au-dessus des buts. Est-ce qu'il a tort de l'engager avec ce qu'il voit? Ben non, mais évidemment, si tu veux te le permettre, évidemment, tu le fais, puis go, puis bien aura une bonne équipe, puis c'est tant mieux. Et puis moi, il va rester par là au lieu de s'en aller au bout de la Suisse. On est content, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas mécontent de ça. C'est la communication qui m'agace. C'est passé, c'est compris. Ça va, parce que dans la vie, je n'aime pas me faire prendre pour un pigeon. J'ai le front assez haut ici. Quand c'est marqué pigeon dans le front, ça m'énerve. Avant de parler de Stransky, parce que je pense que là, il n'y a plus grand-chose à ajouter. Stéphane nous a fait un très joli laïus sur Olofsson. Il y avait une question de Richard Ruffieux en tout début de live qui nous disait « Bonne année, j'ai une question, on a entendu des bruits sur Martin Revaille pour Gauthieron la saison prochaine. Est-ce que vous en savez plus? Salutations. » Je rappelle que Martin Revaille avait... c'est le petit, ça, qui est le petit tchèque. De Montréal, ouais. C'est le petit tchèque, ouais. Je sais pas, moi, j'ai rien entendu là-dessus, dans ma chaîne à rumeurs, non? Rien entendu non plus. Non. Pas mieux. Donc voilà. On va lancer la rumeur. Martin Revaille de retour. Merci Richard pour la rumeur. Grenier serait sur dans les papiers de Fribourg, effectivement. Hein. Mais pas que de Fribourg. Le truc, c'est qu'on verra. Olofsson, lui, il n'a pas de contrat, il cherchait, puis il était prêt à venir pas grand-chose. Mais Grenier, lui, qui connaît une saison comme Olofsson, lui, il est en demande par contre. C'est bizarre. On rappelle que Revaille avait joué à Fribourg. En même temps, c'est pas. Ouais. Je suis allé voir. Stéphane. 2015-16. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, Stéphane, le contre-exemple du 5e étranger, c'est Gauthieron, qui engage un défenseur défensif qui fera probablement peu de points, pas de vagues, qui devait quand même pas être très très cher parce qu'il joue actuellement dans le championnat suédois. Donc, on n'aura pas que des top étrangers qui seront engagés en 5e, 6e position. Ah, mais Régis, on peut être un top étranger en étant un défenseur défensif. Lui, en l'occurrence, Vainio, il ne va pas être jugé sur son nombre de points à la fin de la saison. Il va être jugé sur d'autres critères. Hein, par exemple, le Corsi Against, pour voir sa contribution défensive. Il ne va pas faire vendre beaucoup de maillots non plus, forcément, Pascal, dans ce sens-là. Ce que dit Régis aussi, finalement, c'est que ce n'est pas des signatures qui font lever les foules. Tu vois, on se dit, oui, ça va stabiliser la défense et que c'est peut-être un engagement très intelligent.
de la part des Fribourgeois, mais ce n'est pas le top player depuis 3 ans d'un championnat étranger qui vient renforcer ton équipe, tu vois. Là où je rejoins Régis, c'est la raison. Et l'étranger 5 et 6, c'est des étrangers qui vont remplir un trou, qui vont remplir une faiblesse, qui vont combler une faiblesse qui manque. Un joueur de rôle plus qu'un joueur vedette. Et là, bien engager un joueur vedette, il y en avait déjà 4 qui sont pas mal. Et puis, mais typiquement, ce Finlandais-là, probablement, on disait qu'il est moins. On sait qu'en Finlande, les salaires ne sont pas élevés. Peut-être probablement qu'il va gagner beaucoup moins qu'Olofsson, effectivement. Il va remplir un rôle très précis. Et ça, c'est assez malin comme tactique. Pour prolonger un tout petit peu cette discussion-là qui me paraît être assez intéressante, si on prend l'exemple de Lugano actuellement qui a des soucis pour signer des bons joueurs, même s'ils sont capables d'offrir des bons salaires, mais ils ont vraiment des soucis pour en signer, je pense que Lugano va devoir se tourner vers des très bons étrangers la saison prochaine pour combler. On sait qu'un Lehmann, par exemple, il était vraiment dans les bons papiers de Domenichei. Il n'a pas voulu aller jouer au Tessin pour des raisons qui lui appartiennent à lui, mais qui sont probablement liées au coach qui l'aurait eu la saison prochaine. Je pense que Lugano n'aura pas le choix que de prendre 6 bons, voire excellents étrangers. Oui, parce que quand tu ne peux pas avoir des bons joueurs suisses, tu dois compenser aussi par un effectif qui tient la route avec des joueurs étrangers peut-être plus chers et qui peuvent t'amener plus aussi. C'est l'idée, c'est que ça remplace des joueurs. Un étranger, tu donnes 200 000 net, il coûte moins cher qu'un bon joueur suisse qui gagne 6 ou 700. Voilà. Mais dans le cas d'Olofsson, je ne suis pas sûr qu'il coûte moins cher qu'un bon joueur suisse. On compte tous les gars. Je dis ça, je dis rien. Mais effectivement, il y a des équipes comme Lugano qui, je confirme ce que Régis a entendu, tu as les mêmes sources que moi probablement, que Lugano a beaucoup de peine à attirer des bons joueurs suisses actuellement du côté du Tessin. Beaucoup de joueurs suisses qui ont décliné les offres de Lugano. Merci pour l'offre. Merci pour l'offre, mais je la prends. Je vais aller voir le suivant. Ouais, elle sert de support de négociation. Je vous dis regarde, Lugano m'offre tant. Regarde, Lugano m'offre tant. Il y a un certain Guetaras qui a fait ça, semble-t-il. Les gars. Moi, selon mes sources, il aurait eu une très grosse offre de Lugano qu'il aurait décliné pour retourner dans son patelin. Mais l'histoire ne dit pas s'il s'est servi de l'offre de Lugano pour le salaire. Ça, je sais pas. Moi, je l'aurais fait. Je ne sais pas vous, mais moi, je l'aurais fait. Bon, à part ça, l'idée c'était de partir un petit peu sur Fribourg, puisque Fribourg a joué hier. C'est la première défaite des Dragons en 60 minutes depuis le 2 novembre. Cette défaite à Zurich, Régis, tu étais hier au Hallenstadion. C'est la crise. Est-ce que c'est la crise comme dit Stéphane. Bon, on peut voir de deux manières. Moi, avec le recul, je le vois de deux manières. Il y a eu un retour au jeu après 2 semaines où forcément, des fois, c'est plus compliqué de se relancer. Après une très bonne période en plus, on n'est pas forcément reparti, je pense, avec le couteau entre les dents aux premiers entraînements pour préparer ce match. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que Fribourg, depuis le début de la saison, a beaucoup de choses qui tournent pour lui. J'ai envie de dire qu'il y a quasiment tout qui a tourné pour lui depuis le mois de septembre. Il est leader, il ne vole pas sa place, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais on est d'accord que quand on va loin dans un match, on sent déjà qu'ils vont égaliser presque tout le temps, on sent déjà qu'ils vont gagner la prolongation parce que même quand ils sont en infériorité numérique, ils trouvent le moyen de marquer. Enfin, voilà, pour l'instant, les choses sont tellement bien allées l'une dans l'autre que de temps en temps, il y a aussi un peu un retour de bâton. Et puis à Zurich, clairement, les petites choses qui auraient peut-être fait que ce match tournait encore dans le deuxième tiers, par exemple, il n'a pas tourné. J'ai une question pour toi, Régis, alors vu que tu l'as commenté ce match. Au moment du 3-2, qui a une pénalité généreuse pour Fribourg-Gotteron et le but superbe en powerplay juste derrière, tu ne te dis pas à ce moment-là que Fribourg peut encore le faire? Exact. Alors, on m'a pas posé la question à la pause parce que j'ai discuté avec personne durant cette pause, mais il est sûr que si ça avait été le cas, j'aurais dit comme va la saison, Gotteron non seulement égalise, mais en plus gagne ou aux prolongations ou au penalty. Alors, je suis d'accord avec toi, David, mais comme quoi, de temps en temps, il faut bien se dire que la réussite peut plus toujours être de ton côté. Mais on a vu un Zurich assez intéressant face à un Zurich aussi fortement touché par les absences, mais un Zurich qui a livré un bon match. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas justement l'exemple que Zurich a trop de talent, trop de bons joueurs dans cette équipe et qu'ils se mangent le morceau quand ils sont tous réunis, alors que hier,
il en manquait quelques-uns. Je vise absolument aucun nom en particulier. Je ne vous dis pas qu'il y a des pommes pourries, puis on a évacué celui-ci, puis celui-là, puis c'est pour ça que ça ne marche pas. Non, mais il y a un moment donné, on n'a pas besoin d'avoir autant de joueurs dans le troisième bloc alors qu'ils sont capables de jouer dans le premier. Qui c'est qui n'était pas là? Il y a Andrighetto. On va y aller par Andrighetto, Azevedo. Azevedo, Andrighetto, tous les A. Non, Ro était de retour. Par ordre alphabétique, ils sortent les gars du line-up par ordre alphabétique. Non, mais c'est clair. Ce que tu Régis est tout à fait clair. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu as 25 joueurs qui peuvent jouer première ligne, bah forcément, le temps de jeu, il faut le partager et ça fait grincer les dents. Pas forcément créer de la mauvaise humeur, mais forcément, Denis Solonchen qui joue troisième ligne, hier, il marque un doublé. Là, je vous rappelle que la saison passée, il avait commencé par 4 buts sur le même match. Donc c'est clair qu'il y avait moins de talent devant lui, donc forcément il était plus exposé aussi pour aller marquer des buts. Je joue la mauvaise langue à vous entendre, alors Zurich serait redoutable s'ils avaient beaucoup d'absents au moment de commencer les playoffs, c'est ça que vous dites? Peut-être qu'en playoff... On va revenir un petit peu sur Patrick Fischer, il faut sélectionner des Zurichois, comme ça on aura un très beau Zurich pendant la pause de février pour rattraper les matchs qui ont été manqués. Parce qu'il risque d'en avoir plusieurs. Zurich, eux, ils jouent, donc ils n'ont pas tant de matchs renvoyés que ça pour l'instant. C'est une des rares équipes qui a pu composer avec un effectif. Pour revenir au match d'hier, moi je pense que Fribourg, moi j'ai pas vu tous les matchs évidemment de Fribourg aussi attentivement parce que c'est pas notre match studio, on suit d'un œil et tout. Mais dans les matchs que j'ai vus cette année, commentés ou vus, je trouve que c'était le moins bon Fribourg qu'on a vu cette année. Je pense que c'est un des plus mauvais matchs qu'ils ont disputé. En tout cas, les 15 premières minutes, c'était horrible. On les avait l'air des gars qui ne s'étaient pas entraînés du tout durant la pause de Noël. Au niveau de l'exécution, était épouvantable. Les gars qui échappent les pucks et tout ça. Et puis, c'était un des moins bons matchs que je les ai vus jouer cette année. Et comme jusqu'à maintenant, on avait toujours l'impression qu'ils trouvaient une solution, mais là, ils ont été un petit peu courts sur ce match-là. Il y a un truc qui m'a un petit peu dérangé. Je ne sais pas ce que Berra a fait durant la pause de Noël, mais il était énervé hier. On ne l'a pas vu. J'avais encensé son nouveau comportement. L'année passée, on le sentait excédé à chaque fois qu'il prenait des buts. Il regardait ses défenseurs. Il était un petit peu agaçant dans sa gestuelle ou dans son body language. Ça s'était nettement amélioré. En début de saison, on ne voyait pas ça. Il faut dire que quand tu as 20 victoires, 6 défaites, tu accordes 2 buts par match, puis tu arrêtes pendant 3% des pucks, tu n'es plus de bonne humeur. Mais là, hier, j'ai vu, il s'est vite énervé. Il s'est vite énervé. Le 3-1 en sa défaveur ne l'a pas aidé à rester calme, on va dire. Non, le but de Kayen Sopa a vraiment fait fort sortir de ses gonds. C'était un but litigieux. On en a parlé sur le plateau. Moi, il aurait été annulé, que je n'aurais pas été choqué, évidemment. Mais ils ne sont pas allés à la vidéo. On en a parlé. Cette histoire de 45 secondes, je pense qu'ils ont dit on n'est pas assez sûr, on ne va pas à la vidéo, on voulait pas 2 minutes derrière. Je pense que c'est plutôt ça, parce que David Ebicher est plutôt réactif pour la vidéo, puisque c'est lui qui s'en occupe depuis la tribune. Pour ça, Georges Auré a dû suivre le studio parce qu'il dit tu peux pas avoir Siyosi et Neuf Crosby dans une équipe. Il me semble que c'est des noms que tu as cités hier durant le studio en parlant. Mais plutôt Yosi, c'était plutôt Philippe Fourrer, il me semble, si je me souviens bien. Il y a eu 2-3 séquences, c'est Yosi, quoi. Et puis Gaëtan nous dit Zurich a 5 étrangers, des Suisses qui cumulent plus de 900 matchs de NHL à un moment avec 6 étrangers. Soit il y aura des Kruger dans plusieurs équipes, soit Andrighetto, Malguin ou Lundstein iront jouer en powerplay ailleurs, laissons passer 3-4 saisons avant de pouvoir juger. Et en plus, il rebondit sur la discussion précédente avec Bienne. C'est d'accord avec ce qu'il dit par rapport à ce qui peut se passer dans les prochaines saisons. Je suis assez d'accord avec Gaëtan aussi sur ce propos-là. Allez, On parle de Matej Stransky. C'est ce que j'allais dire. Dernier point d'actualité. C'est qui lui déjà? Il joue pour qui c'est un joueur qui vient de suspendu 2 matchs, Stéphane, pour un coup au visage de Thibaut Frossard le 23 décembre. Je ne me souviens pas de ça. Ce matin, on va te rafraîchir la mémoire. Vu que toi, tu aimes bien discuter des sanctions et des décisions qui sont tombées, on va d'abord donner l'avis à Régis, puis tu rebondiras sur ce qu'il dit. Régis, 2 matchs pour toi. C'est quoi? C'est limite scandaleux, selon moi. Parce que moi, quand j'ai commenté ce match, j'ai vu cette agression-là en live où c'est plus énorme que ça pour un joueur qui n'est en plus pas un gamin qui débarque dans la National League, donc il n'a pas cette excuse-là. Moi, c'était limite à se demander s'il n'avait pas prémédité tellement c'était gros, comment il a chargé de l'épaule la tête de Thibaut Frossard, qu'il ne l'a pas vu venir, qui s'est vraiment pris la charge énorme à la tête. Donc, 2 matchs, mais je veux dire, c'est minimum le double. Ça me semblait être la sanction vraiment minimum. Mais voilà, une fois de plus, je tombe de ma chaise.
Reste quand même avec nous, Régis, te fait pas mal. Reste avec nous, Régis. Moi, je vais me redresser maintenant. Alors, pour répondre à Nicolas, tout simplement pour des questions de réalisation, pour l'instant, on va pas mettre de vidéo, donc je vous mets le lien sur notre publication Twitter où vous avez la vidéo pour voir la charge de Stransky si vous voulez la voir dans le chat sur Facebook, bien évidemment, si vous nous suivez à cet endroit-là. Steph, c'est quand même une occasion de plus manquée de peut-être punir sévèrement ces charges qui peuvent amener des graves conséquences pour les joueurs quand même. Parce que quand tu vois la tête de Frossard, comment elle part en arrière et les conséquences aussi, même si on ne doit pas les punir, mais ils doivent en tenir compte au moment de la sanction, c'est encore une fois pas le cas. Frossard est engagé, il y a une lutte le long de la bande, il y a déjà 2 joueurs. Frossard est là pour récupérer la rondelle, il n'a pas vraiment en possession de la rondelle, il l'a arrêté, il a la tête en avant, et Stransky arrive. Volven a dit c'est pas de sa faute s'il est grand, mais tu ne peux pas vivre avec que les avantages d'être grand, tu vas vivre avec les inconvénients. Et puis, il vient, la canne dans les airs du côté droit, il se présente avec l'épaule gauche, sans égard au pas, rien du tout, bim, directement sur la tête. Il y a quoi comme excuse? Zéro excuse. Vous avez vu, Stransky, il a réalisé ce qu'il avait fait, il n'a pas discuté, il est parti au vestiaire. Il a dit, je viens de faire une connerie. Et puis, c'est quoi les excuses? Comment on peut excuser un geste comme ça? Je ne comprends pas. Moi, je la compare à celle, tu te souviens, de Boson sur Salmela de Bienne, il y a quelques années, alors qu'il jouait à Genève, encore Boson, devant le banc de pénalité. Salmela ne met le puck au fond, il a arrêté. Comme ça, boum. Et Boson arrive, puis il arrive directement avec les mains devant, directement. On a donné 4 matchs à Boson. C'est incomparable pour moi, mais évidemment, moi, je fonctionne beaucoup dans les comparables parce que c'est la façon de fonctionner. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qui vaut 8, qu'est-ce qui vaut 15, qu'est-ce qui vaut 1? Il faut aller dans les comparables. Et là, je ne comprends pas non plus. On l'a tout de suite dit sur le plateau. On avait dit 3, 4 ou 5 matchs. On s'est planté, c'est 2. Ce n'est pas la première fois qu'on se plante, évidemment, mais je ne comprends pas. Je trouve qu'il n'y a pas d'excuse. Et rappelez-vous que ce Stransky, c'est lui qui avait donné un coup de croche-check à la nuque de Genasi à Lausanne. Qui avait même pas été. Il a eu 2 minutes et le juge n'a même pas jugé bon de la transformer en 5 parce que c'est la mode cette année. 2, on transforme en 5. Au moins, là, s'il avait transformé la croche-check sur Genasi en 5, ce qui aurait été la sanction minimum, à mon avis, ça aurait été son 2e 5 minutes. Donc, il y aurait eu déjà un match en plus. Bon, bref. Tout ça pour dire que 2, c'est pas beaucoup et je suis un peu scandalé. Comme dirait. Scandalé par la solution. Non, mais. Voilà, mais ça laisse la porte ouverte à des coups pareils dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et puis de sanctions qui pourraient être comparables. Est-ce que Ajoie n'a pas mal vendu la situation, monsieur? Parce que souvenez-vous du geste de Barberio, qui a été sanctionné sévèrement à juste titre. Mais souvenez-vous de la publicité négative ou oui, mais moi, Zurich est descendu sur les réseaux sociaux, a même mis le truc à l'hôpital avec le truc, machin, et s'est regardé les blessés, la conséquence, c'est grave. Il y a tout le temps Zurich et Lausanne, mais est-ce qu'Ajoie n'aurait pas eu intérêt à mettre Frossard en vestiaire comme ça? C'est pas le genre de la maison. Non, c'est pas le genre de la maison. Et puis je crois qu'il n'y a personne qui a aimé. Il n'y a personne qui a aimé la communication exagérée faite par Peter Tsaner, les ZSC Lions et tout ça. Donc, on ne veut pas revoir ça. Ça, c'était trop. C'était parce qu'il y a un contentieux avec Lausanne et qu'on a vraiment voulu punir Barberio au maximum. Mais si on en arrive là, on va le faire à chaque fois et ça sera trop après. Non, mais ils auraient pu faire comme Lausanne a fait, c'est-à-dire publier aujourd'hui une vidéo en disant tous égaux devant la loi, en reprenant quelques images. Mais c'est vrai que cette année, la loi et la justice du hockey suisse est très clémente. Moi, ce qui me dérange, c'est que vraiment, on a l'impression qu'il vise le nez et qu'il va chercher le nez de Thibaut Frossard et qu'il y a même pas, c'est même pas une charge à la tête, c'est une charge au nez. Donc ça aurait dû se voir comme le nez au milieu de la figure, que c'était une mauvaise charge. Souvenez-vous de celle-là, prenez-la comme référence. La prochaine fois, on comparera. Moi, je fais toujours qu'un référent. Gardez-la en banque. Et puis, j'en ai 2 ou 3 en banque comme ça qui n'ont pas été, qu'on a coupé, nous, en production, là, qui n'ont pas été sanctionnés. Là. Il y avait un monstre slow float aussi de Gernat de Lausanne contre Rapperswil. Un monstre slew foot, là. By the book, le slew foot que tu montes dans tous les cours d'arbitre. Pédale, même pas 2 minutes. Patrick nous dit les juges. Je l'ai gardé en banque, celui-là. Patrick nous dit les juges ont la mémoire. Il n'y a pas de bêtisier, mais il y a les archives de Stéphane Rocher. Voilà. Oui, mais c'est des comparables. Et donc, Patrick nous dit les juges ont la mémoire courte, c'est affligeant, ce geste était immonde. Donc, je pense qu'il parle toujours de Stransky sur Frossard. Et Sébastien nous dit heureusement que les clubs ne font pas comme Zurich, justement, par rapport à la communication de Peter Tsaner. C'est vrai que. C'est pas pro.
T'es pas pro et ça fait pas une bonne publicité, surtout pour le hockey suisse, puisque maintenant avec les réseaux sociaux, tout se voit et tout se transmet. On va dire ça comme ça. Se transmet, comme le Covid. Comme le Covid, ouais. Et il n'y a pas de geste barrière pour ça, malheureusement. Non. On tombe en bas de notre chaise, Régis. Il y a quelqu'un qui a quand même souligné tes talents d'acteur, Régis, dans le chat. Hein. Ah, mais j'ai mis ça avait l'air naturel, hein. C'est incroyable. Tu peux nous la refaire. Non. On n'est jamais aussi bon la deuxième fois. On le sait quand on fait des interviews. Ouais. On va éviter la blessure aussi, Stéphane. On a besoin de tout le monde. On a besoin de Régis. Bon, faut dire qu'il y a des matchs annulés ces temps. Oui. Des remplaçants sont faciles à trouver. Bon, messieurs. On a fait le tour. Déjà. Ouais, seulement 1h30. Quand on a du plaisir, ça passe vite. Hein. C'est ça. On ne s'était pas vu depuis quelques jours et puis voilà. on avait discuté. Oui. J'espère que en tout cas, vous avez eu du plaisir à nous écouter. Merci pour toutes les questions que vous avez pu poser en direct et auxquelles on a répondu. On a essayé d'être le maximum complet de ce tour d'horizon, notamment dû au Covid qui occupe beaucoup de préoccupations en ce moment. Merci Régis, merci Stéphane, merci à toi Pascal. Le mot de la fin te revient ? Ouais, tout simplement pour dire qu'on ne vous propose pas de programme de la semaine puisque les calendriers changent quasiment toutes les heures. Jeudi, vous retrouverez Overtime avec Jonathan Fillon pour parler de NHL. On vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Twitter, Instagram pour suivre les actualités de MySports et surtout pour retrouver les rediffusions dans l'après-midi de cette émission, que ce soit en vidéo ou en audio simplement. On vous souhaite donc de nouveau une excellente fin de journée, une très belle semaine et on se retrouve lundi prochain pour l'épisode numéro 17. Bye bye. Ciao.